Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les députés, le choix du thème pour cette semaine de contrôle ne doit rien au hasard, mais n'est pas entièrement lié non plus à la crise sanitaire. Je m'explique. Depuis 2017, Valérie Rabault alerte sur cette question. Le 11 février dernier, suite à une note de l'ANSM sur les difficultés d'approvisionnement en BCG thérapie dans le traitement des tumeurs de la vessie, j'interrogeais moi-même Madame Buzyn sur notre dépendance à la Chine. La pénurie de médicaments est ancienne, mais le nombre de ruptures s'accélère rapidement. En 2018, environ 400 médicaments ont connu une rupture. En 2019, on en dénombrait 500. Les pénuries concernent toutes les classes thérapeutiques, même les médicaments essentiels comme les anticancéreux, les antibiotiques, les vaccins, par exemple. Mais la pénurie concerne aussi les génériques, obérant les alternatives aux traitements suivis. Et la crise sanitaire que nous vivons actuellement et qui sévit dans presque tous les pays du globe accentue encore cette pénurie. Les stocks ont subi une pression intense dès les premières semaines de la crise. Dès les premiers jours, en fait, l'Alliance des hôpitaux universitaires européens a alerté sur le risque de pénurie à propos des médicaments utilisés pour traiter évidemment les patients atteints du Covid-19 en réa ou en soins intensifs, comme les curares ou les hypnotiques. Les CHU s'en sont également fait l'écho. Pire encore, les stocks ne manquaient pas seulement pour les patients traités du Covid, mais pour d'autres pathologies, j'allais dire du quotidien. Dès le 6 février, l'Agence nationale de la santé et du médicament a fait état de tensions sur les stocks de Kaletra, un médicament utilisé en médecine de ville pour les patients infectés du VIH. La remise à disposition normale est prévue seulement pour le mois de juin prochain pour ce médicament, nous dit-on. Ainsi, les défaillances qu'a pu connaître notre pays en matière de production et de distribution de médicaments n'a pas concerné seulement les patients du Covid, mais un grand nombre de nos concitoyens. Les causes sont multiples et connues. Augmentation très forte de la demande liée aux pays en voie de développement, des appels d'offres hospitaliers mal calibrés, des prix trop bas pour certains médicaments tombés dans le domaine public et ces derniers mois, évidemment, une demande exacerbée par la crise. La France en a particulièrement souffert. Nous avons fait le choix depuis de nombreuses années, en matière de production de médicaments, de dépendre excessivement et dangereusement de pays situés en dehors du continent européen. Selon l'IGAS, 60 à 80% des principes actifs sont produits en dehors de l'Union européenne. Les laboratoires ont délocalisé leur production en dehors de notre pays, en dehors de l'Europe, là où les coûts de production sont inférieurs, là aussi où les réglementations sont moindres. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord pour dire que cela ne peut pas continuer ainsi. Il est inconcevable que la santé des Français dépende de l'Inde et de la Chine. Nous devons revoir nos paradigmes. Les logiques de profit ne peuvent prévaloir sur la santé de nos concitoyens et nous devons rapidement faire un choix entre la recherche rentabilité et la santé des Français. Et j'espère que nous allons privilégier la santé de la population. Pendant cette crise, le gouvernement a pris des mesures de rationalisation, de centralisation, des mesures tout simplement pour faire face à l'urgence. Ainsi, la réponse qui a été apportée à la pénurie de médicaments n'a été qu'une réponse de crise de très court terme. En aucun cas, nous ne pouvons nous en satisfaire pour l'avenir. Il y a un sujet principe actif, il y a un sujet aussi spécialité. Aujourd'hui, nous avons plus de 2800 principes actifs et 15 à 20 000 spécialités. Il va donc falloir prioriser et notamment les produits qui risquent d'être en pénurie. Sommes-nous capables aujourd'hui d'avoir cette photographie très précise sur la chaîne du médicament afin d'identifier les fragilités susceptibles d'entraîner des tensions ? Pour chaque médicament, à minima, il nous faut connaître le nombre de laboratoires titulaires de l'autorisation, le nombre de fournisseurs de principes actifs, le nombre de sites de production, le nombre de sites de façonnage, le pourcentage de fabricants hors Union européenne, l'historique des pénuries, le taux de croissance de la demande, etc. Ma première question est donc simple, Monsieur le Ministre. Sommes-nous en capacité d'avoir toutes ces données, de les exploiter au mieux? Ou dit autrement, l'Agence nationale de santé du médicament a-t-elle les moyens de nos ambitions? Deuxième question. En février, Madame la Ministre me répondait qu'une réflexion au niveau européen était engagée sur la production et la souveraineté européenne. Où en sommes-nous? Si à l'évidence, il nous faut relocaliser certaines productions de principes actifs et de médicaments, il nous faut aussi éviter des délocalisations qui, à l'heure où je vous parle, ont encore lieu. Et je pense par exemple à l'entreprise Luxfer dans le Puy-de-Dôme. De plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer ces délocalisations à outrance qui mettent en danger la vie de nos concitoyens.
La question est complexe et notre réflexion doit être globale. C'est une question sanitaire, mais c'est aussi une question économique et environnementale, et nous devons l'avoir à l'esprit. Merci, chère collègue. Je termine, Madame la Présidente. Cette complexité ne doit pas nous empêcher d'accélérer, car la société ne comprendrait pas que certains médicaments soient réservés demain aux patients les plus atteints. Je vous remercie. Merci. La parole est à